Je m'appelle Amélie Hartmann. J'ai 64 ans. Je fais de la poterie dans un petit atelier adossé au bord de pierre du lac d'Annecy. Je suis une veuve américaine qui a appris à vivre avec le silence. L'argile sous mes ongles, la vapeur s'élevant d'une tasse à thé au jasmin ébréché, les matins d'hiver. J'ai une fille, Clara. J'ai une maison qui respire avec l'eau. J'ai un cœur qui n'a jamais appris à se plaindre à voix haute. Je n'ai pas été invitée au mariage de ma fille, que j'ai payé en France. Elle m'a envoyé un texto. Reste à la maison. C'est une fête pour nos amis SMDR. Alors, j'ai simplement répondu. Passe une merveilleuse journée. Le lendemain matin, son nouveau mari me suppliait de le rappeler. Le message est arrivé alors, que le lac avait la couleur de l'étain, avant que les cygnes ne s'agitent, avant que la première barque ne trace un fil blanc sur l'eau. Le téléphone pulsait, dans ma paume un carré de lumière froide, contre le vieux chêne de la cuisine. Je me tenais près de la fenêtre, en chaussettes de laine, la bouilloire cliquetant en perdant sa chaleur. La brume de jasmin s'enroulait sur le bord de ma tasse à thé, là où une petite ébréchure vivait depuis des années. Cette ébréchure est un souvenir, une main de 6 ans, une hésitation, du thé qui se renverse. Nous deux riant de la minuscule blessure dans la porcelaine. Je l'ai gardée. Je garde la plupart des choses qui blessent et qui comptent. Le texto ne disait pas maman. Il disait reste à la maison. Il ne mentionnait pas que l'acompte du lieu de réception portait mon nom, que les fleurs avaient été choisies avec ma carte de crédit, que l'essayage du costume avait eu lieu pendant mon jour de congé. Il disait fête pour nos amis. Il ricanait avec 3 lettres qui ne veulent rien dire quand quelqu'un s'est appris à être poli tout en vous, brisant. J'ai respiré, levé le téléphone, tapé 4 mots qui n'étaient ni des larmes, ni une dispute passe une merveilleuse journée. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone, face contre table. J'ai regardé la vapeur s'amenuiser jusqu'à disparaître. Le silence a un son. Quand on a épuisé toutes ces bonnes raisons, c'est le poids d'une assiette posée sans fourchette, le hoquet d'une horloge qui saute un battement, le doux grincement de l'argile sous votre pouce. J'ai regardé mes mains. Elles ont des lignes qui se souviennent des dates, d'échéances de loyer et des gardes de nuit. Et de l'hiver où j'ai vendu mes perles pour garder le chauffage. Je leur ai dit, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, nous ne mendirons notre place à notre propre table. Le téléphone s'est allumé 1 fois, 2 fois, encore. 1, numéro inconnu au début, puis le nom qui à prendre, et bientôt le mien. Étienne, le nouveau. Marie au sourire rapide, et à la montre qui coûtait plus cher que mon four de potier. Étienne a appelé, a laissé un message qui n'était que mon nom, étiré comme une supplication. Puis il a rappelé 5 fois 10. L'écran, un métronome pour la panique de quelqu'un d'autre. J'ai laissé sonner. J'ai écouté le lac respirer. Quelque part de l'autre côté de l'eau, une cloche comptait les heures comme si rien ne s'était passé. J'ai pensé à la façon dont la joie est censée arriver. Dans l'ourlet d'une robe, dans un cœur, dans un gâteau qui ne nourrira pas la personne qui a préparé tous les anniversaires précédents. J'ai pensé à une promesse que je m'étais faite un jour, celle de ne pas faire de bruit, quand le silence pouvait porter mon message plus loin. Je me suis demandé ce qui, en une nuit rapide, pouvait transformer un homme en mendiant d'appel télép, onique, en homme confronté à des échéances et des contrats qui tombent à l'eau. Une absence de la taille d'une mère à une table construite sur ses économies. Je n'avais pas encore besoin de savoir. J'avais besoin de sentir mes pieds sur le carrelage, de posséder l'immobilité que j'avais payée avec des années. La tasse a réchauffé ma lèvre là où la porcelaine est imparfaite. Une piqûre tendre qui ressemblait à la vérité.
La vérité est simple. L'amour sans respect est un prêt sans condition. J'ai posé la tasse. Le son de la céramique contre le bois. Une petite cloche de décision. La bouilloire a soupiré. Le lac a répondu. Les mouettes écrivaient des entailles dans le ciel. J'ai pris le téléphone et j'ai coupé le son. Chaque appel se repliait dans le silence, comme une mouette, dans le brouillard. Les gens pensent que la force est un cri, une porte qui claque, un discours avec des témoins. J'ai appris la mienne à un guichet de banque éclairé par une pitié fluorescente, à un établi où un pot s'effondre et où vous pétrissez à nouveau l'argile. Au bord d'une tombe où personne ne vous dit qui vous êtes maintenant. Je me tenais dans ma cuisine et je laissais le matin être ce qu'il était. Un début qui ressemblait à une fin. Une fin qui ressemblait à une clé qui tournait enfin. Si vous écoutez et que quelque chose en vous reconnaît le goût de ce silence, restez avec moi. Ce n'est pas une histoire de vengeance par le feu. C'est une histoire de justice par le souffle. Si vous vous êtes déjà tenu à une fenêtre, en tenant votre téléphone comme un charbon ardent, si vous avez déjà choisi de ne pas, rappelez, dites-moi où vous avez tracé votre ligne. Vos mots aident d'autres mains à cesser de trembler. Votre présence ici garde cette pièce chaude. Le téléphone a de nouveau clignoté. Le N, on me détienne, le lac, la cloche, mon souffle. J'ai levé la tasse, l'ébréchure a trouvé ma lèvre. Je l'ai laissé faire. Quelque part à Lyon, un organisateur de mariage rafraîchissait un écran. Quelque part à Paris, un fleuriste vérifiait un solde. Quelque part, dans cette maison, une femme qui a toujours tout payé a décidé d'investir dans le silence. Quand j'ai finalement regardé le journal d'appels, il y avait plus d'appels manqués que d'années de la vie de ma fille. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Le monde s'est rétréci à l'eau, à la vapeur et à un battement de cœur que je pouvais entendre. Puis j'ai rincé la tasse, l'ai posée avec soin sur l'égouttoir et je me suis dirigée vers l'atelier où l'argile attendait mes mains. L'air matinal du lac d'Annecy portait ce genre de fraîcheur qui semble propre, presque tranchante. Il s'est glissé dans mes manches, alors que je sortais sur la terrasse en pierre. J'avais posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, avant d'ouvrir la porte. Son écran noir me tournait le dos comme un visage que je n'avais plus besoin de lire. Dans ma main droite, le vieil arrosoir en laiton était frais, la poignée usée et lisse par des décennies de matins comme celui-ci. L'odeur de la terre humide s'est élevée, avant que la première goutte ne touche le sol. Les géraniums, ma mère les appelait toujours par leur ancien nom, pélargoniums, étaient dans des pots en terre cuite le long de la balustrade de la terrasse. Leurs fleurs rouges étaient profondes, presque lit de vin, et chaque pétale retenait la faible lueur argentée de la rosée. J'ai incliné l'arrosoir, regardant le mince filet d'eau, imbiber les racines, les feuilles tremblant légèrement sous le poids. Le lac s'étendait au-delà, d'un bleu-gris sous une gaze de brouillard matinal, le genre, et qui fait ressembler la rive, lointaine à un rêve peint. Quelque part de l'autre côté de l'eau, une cloche sonnait l'heure, douce et ronde. Pendant 30 ans, j'ai répondu à chaque appel. Quand Clara était à l'université et à court de loyer, j'ai répondu. Quand elle a pris un emploi à New York et détestait son premier appartement, j'ai répondu. Quand elle s'est cassé le poignet en skiant et avait besoin d'aide pour les tâches les plus simples, j'ai répondu. Même quand elle appelait juste pour pleurer sur des choses qu'elle ne pouvait nommer, j'ai répondu. C'est devenu mon réflexe. Comme respirer, comme tourner la tête vers le son de mon propre nom. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. 30 ans que je m'entraîne à répondre dès qu'elle appelle, pensais-je, en pressant doucement ma paume contre une feuille fraîche
Et aujourd'hui, je m'entraîne à laisser sonner. Le bruit de l'eau quitta. Monter le bec de l'arrosoir m'a rappelé un autre matin, un qui n'avait rien à voir avec des mariages ou des comptes en banque. Clara avait 7 ans. Je travaillais au premier service à la boulangerie, celui qui commençait avant le lever du soleil, quand l'air extérieur sentait le sucre et la levure. Mon tablier était enfariné jusqu'au coude quand le téléphone a sonné derrière le comptoir. C'était l'infirmière de l'école. Sa voix rapide et prudente. Clara était tombée dans la cour de récréation. Elle s'était écorché les genoux et cogné la tête. Elle avait peur. Elle pleurait pour moi. Je me souviens de la sensation de la pâte dans mes mains quand je l'ai laissée, retomber dans le pétrin, de la façon dont la farine flottait dans l'air comme une fumée pâle pendant que je dénouais mon tablier. J'ai laissé la caisse ouverte, le tiroir-caisse visible, mes clés sur la serrure parce qu'il n'y avait aucun monde dans lequel j'allais finir mon service avant d'aller la voir. Mon patron a crié quelque chose alors que j'attrapais mon manteau. Je ne me souviens même pas de quoi. Je me souviens d'avoir couru. La boulangerie était à 4 pâtés de maison de l'école, mais ce matin-là, cela semblait des kilomètres. Mes poumons brûlaient, mes mollets criaient. Et puis la voilà, assise sur un banc dans le bureau de l'infirmière, un pansement à moitié décollé de son genou, un mouchoir dans une main. Elle m'a vue et son visage s'est plissé de soulagement. Elle a dit « Maman, tu es venue, si. Vite !» Je me suis agenouillée, j'ai vérifié sa tête pour une bosse, j'ai enlevé la saleté de ses tibias. Je me souviens avoir pensé « Voilà ce que signifie être nécessaire. » Pas seulement désiré, nécessaire. Ce genre d'attraction vous fait tout laisser tomber, même les choses que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser tomber. Les géraniums buvaient, lentement alors que ce souvenir s'installait à côté de moi. Je suis passée au pot suivant et au suivant, inclinant l'arrosoir juste assez pour assombrir la terre. Maintenant, toutes ces années plus tard, la même fille qui pleurait autrefois pour que je vienne si vite me dit de rester à la maison. Et pas seulement elle me le dit, elle rit en le faisant. La brise a soulevé une mèche de cheveux sur ma joue. Quelque part dans la ruelle, la camionnette du facteur cliquetait sur les pavés. Je me suis redressée, profitant du calme. Cette terrasse, ce lac, ces fleurs, ils ont vu chaque version de moi. La jeune femme qui est arrivée ici amoureuse. La jeune mère qui mesurait les jours par les cloches d'école. La veuve qui a appris à réparer ses propres serrures et à porter ses propres courses. Et maintenant, la femme qui peut choisir de ne pas répondre. J'ai posé l'arrosoir et je me suis appuyée sur la balustrade, regardant la ligne où le brouillard rencontrait les montagnes. Il fut un temps où je serais rentrée. J'aurais pris le téléphone. J'aurais essayé d'arranger les choses avant qu'elles ne deviennent acerbes. Ce temps est passé. Les appels continueraient à venir. Mais le silence aussi, si je le laissais faire. J'ai pensé à la tasse de thé ébréchée sur le comptoir, en train de refroidir. Comment même les choses cassées peuvent encore contenir de la chaleur si vous la versez vous-même. Le lac a poussé un petit soupir contre la rive. Je suis restée là une minute de plus, mes mains posées sur le bois usé, l'odeur des feuilles humides autour de moi. Je me suis dit, tu peux aimer quelqu'un et ne pas le laisser t'entraîner dans les profondeurs. Tu peux prendre du recul, tu peux respirer. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai fait. La nuit précédant le début des appels, je descendais la rue pavée, étroite en direction de la banque. L'air portait la douce odeur de marron chaud, grillant sur un stand près de la place. Les lampadaires déversaient leur or doux sur la pierre, laissant des poches d'obscurité entre chaque flaque de lumière. Mes chaussures claquaient contre les pierres inégales d'un pas régulier
délibérée. J'avais déjà pris ma décision des heures plus tôt, mais cette marche ressemblait à une sorte de répétition. Les portes en verre sont ouvertes en silence, laissant échapper l'odeur du bois poli et du papier chaud. La plupart des guichets étaient fermés pour la journée. Seule une fenêtre restait éclairée. Derrière elle se tenait Luc, un caissier que je connaissais depuis près de 15 ans. Il m'avait vu ouvrir le premier compte d'épargne de Clara. Il m'avait tendu des mouchoirs là. Et, jour où je suis venue, après les funérailles de mon mari, pour changer le nom sur notre prêt hypothécaire. Il a levé les yeux et a souri. Le genre de petit sourire respectueux que l'on donne à quelqu'un que l'on connaît depuis assez longtemps pour sauter les formalités. « Bonsoir, Madame Hartmann, » dit-il. « Que puis-je faire pour vous ce soir ?» Je me suis avancé, mon sac reposant légèrement dans le creux de mon coude. « Je dois annuler un virement, » lui ai-je dit. Ma voix était calme, peut-être plus calme que je ne l'aurais cru. Il a tapoté sur son clavier. « Lequel ?»« Le virement prévu pour le lieu de réception du mariage à Florence. » J'ai fait une pause, laissant les mots trouver leur place dans la pièce silencieuse. 45 000 €. Il s'est immobilisé un instant, ses doigts reposant sur les touches. Est-ce que tout va bien? Les circonstances ont changé, ai-je dit. C'était la vérité, ni plus ni moins. Il a hoché la tête, a tapé à nouveau, puis a légèrement tourné son écran comme pour confirmer que nous parlions bien du même montant. Si vous êtes sûr, je peux l'annuler maintenant. Il n'y aura pas de pénalité, car il n'a pas encore été traité. Je lui ai adressé un petit sourire. J'en suis sûre. L'imprimante a ronronné. Le formulaire s'est glissé en place devant moi. Le stylo était frais entre mes doigts. J'ai regardé le papier, les lettres noires épelant mon nom, les numéros de compte, les détails du virement. Ma main a plané un instant au-dessus de la ligne de signature. Dans cette immobilité, le monde semblait ralentir. Je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge murale, le bruit des chaussures d'un agent de sécurité quelque part dans le hall, le doux soupir de la bouche, d'aération au-dessus de ma tête. Mes doigts se sont refermés et ça hurle le stylo et la pointe a touché le papier. J'ai signé mon nom d'un seul trait fluide. L'encre a glissé, laissant derrière elle une ligne qui était mienne et mienne seule. Chaque lettre ressemblait à une petite libération, un relâchement dans ma poitrine. Quand j'ai posé le stylo, j'ai expiré longuement et lentement. Le poids que j'avais porté de ma cuisine à ce bureau s'est déplacé, s'est allégé. Pourtant, sous cette légèreté, il y avait un fin tremblement, comme la légère secousse dans les jambes, après être resté debout trop longtemps. Pas de regret, pas de doute, juste le corps reconnaissant qu'un chapitre avait été tourné d'un seul geste. Luc a pris le papier, l'a vérifié, puis m'a regardé à nouveau. « C'est fait, le virement est annulé. » J'ai hoché la tête, remettant la bandoulière de mon sac sur mon épaule. « Merci, Luc. » Il a hésité. « Vous irez bien ?» J'ai croisé son regard. « Oui. » Les mots m'ont surprise par leur véracité. Moi, retournant dans la nuit, l'air semblait plus frais, plus vif. Les lumières de la banque brillaient derrière moi un instant avant que les portes ne se ferment. J'ai marché vers la maison au même rythme régulier, mais mes mains étaient libres maintenant, mon sac plus léger. La place était calme. Le stand de marron chaud avait fermé. Je suis passé devant la fontaine, l'eau captant la lumière des lampadaires, et j'ai senti la petite pulsation de satisfaction dans ma gorge. Au coin de la rue, je me suis arrêtée sous un lampadaire, resserrant mon manteau. J'ai levé les yeux. Les étoiles commençaient à percer la brume. Éparpillée et indifférente à tout ce qui se passait sur le sol, le bruit du lac m'est parvenu, faiblement d'une rue plus loin.
son rythme le même que celui de toutes les nuits depuis des siècles. Au moment où j'ai atteint ma porte, la guirlande de lumière sur la rive opposée était une chaîne d'or floue. À l'intérieur, la maison sentait légèrement le thé au jasmin et la pierre, fraîche. J'ai posé mon sac sur la chaise, mes clés dans le vide-poche. Mon téléphone était sur le comptoir où je l'avais laissé plus tôt, silencieux pour le moment. Je ne l'ai pas pris. J'ai touché le bord de la tasse de thé ébréchée, toujours sur l'égouttoir. Mes doigts se sont glissés dans la petite courbe du défaut et je les y ai laissés reposer. La tasse était imparfaite, mais elle pouvait encore contenir ce que j'y versais. Ce soir-là, c'était suffisant. Après la banque, je n'ai pas allumé la télévision. J'ai laissé le silence s'installer. La maison portait la fraîcheur de la pierre du soir. Le lac pressait son souffle lent contre les fenêtres. Je suis allée dans la chambre et je me suis agenouillée à côté de la vieille armoire et où je garde ce que je ne peux pas donner. Derrière des couvertures pliées se trouvait une boîte en bois, de la taille d'une miche de pain. Du cèdre assombri par les années, les coins polis par mes mains. Je l'ai fait glisser vers moi. Le couvercle s'est soulevé, avec un grincement familier qui ressemblait presque à mon nom. Mes genoux pressaient le tapis. De la poussière s'est élevée. Mon souffle s'est calmé. À l'intérieur, la doublure était en velours bleu délavé. Quelques photographies étaient attachées avec de la ficelle de cuisine. Un programme de récital de Milan reposait dessus. En dessous, une enveloppe étroite était cachée comme une décision. J'ai soulevé l'enveloppe. Le papier était épais et frais. Le rabat n'était pas scellé. J'ai sorti un rectangle d'or pâle et j'ai connu son poids avant de le lire. Un billet de concert. New York, une place que je m'étais promise qu'en se promant, être quoi que ce soit, semblait encore possible. La date appartenait à un autre hiver. La perforation était nette. La rangée et le siège étaient une promesse qui ne m'est jamais parvenue. J'avais économisé pendant des mois. Des pièces empilées dans une tasse à thé sur l'étagère de la cuisine. Des pourboires pliés dans un livre de poche que je n'ai jamais fini. Je pouvais me voir dans un balcon du Carnegie Hall, les mains jointes, l'archet s'élevant comme une aile dans la lumière. Puis Clara a appelé. Elle était déjà à New York. Un emploi qui brillait lors des entretiens était devenu gris dès la 2e semaine. Sa voix tremblait au travers d'une mauvaise connexion. Le propriétaire voulait le premier et le dernier mois de loyer. Le déménageur exigeait un autre paiement. La colocataire s'était désistée. Elle avait 22 ans. Respirant rapidement, elle a dit « C'est une urgence. J'ai déménagé. » Et le lendemain matin, je suis passée devant la banque pour aller chez un bijoutier 2 rues plus loin. Une boutique étroite avec une seule lampe qui donnait à chaque surface un air honnête. J'ai enlevé mon alliance, l'or encore chaud de ma peau. La pierre petite mais sincère. Mon mari l'avait choisie à Chicago un après-midi de printemps. Il avait ri parce qu'elle me convenait, sans ajustement. Il disait que nos vies avaient été mesurées. Le bijoutier a pesé la bague, comme un homme comptant les années. Il a nommé un chiffre juste, plus bas que l'amour et plus haut que la fierté. J'ai hoché la tête. Il a écrit le reçu. Je suis partie avec de l'argent. J'ai payé la caution de Clara ce jour-là. Je lui ai acheté un abonnement de transport. J'ai rempli son réfrigérateur avec de la nourriture dont un jeune corps peut se nourrir. Je n'ai pas mentionné le concert. Je n'ai pas mentionné la bague. Elle m'a serré dans ses bras sur le trottoir devant son immeuble. Les taxis sifflaient sous la pluie. Un pigeon se pavanait entre nos chaussures, comme une petite bénédiction. Elle a dit « Tu trouves toujours une solution. Maman, merci. » Je l'ai embrassée sur le front et lui ai dit de m'envoyer un message quand
Elle serait à l'intérieur. J'ai pris le métro jusqu'au Queens avec les mains vides et le cœur stable. La voiture tremblait, les fenêtres étaient floues. Les années se sont multipliées. Pendant que je ne regardais pas, l'enveloppe a gardé son pâle secret. La boîte a veillé. Certains hivers, je sortais le billet et le tenais sous une lampe, laissant le papier refléter un doux carré de lumière. J'imaginais l'ouverture et les applaudissements qui tombent comme de la pluie. Je pouvais voir le chef d'orchestre lever la main. Je pouvais sentir ma poitrine répondre. Puis je remettais le billet dans son enveloppe et fermais le couvercle, non pas avec colère, mais avec un report qui semblait presque tendre. La vie faisait des listes. J'ai rayé d'autres choses. Le billet attendait patiemment. Ce soir était différent. J'ai tourné le Bristol et senti sa légère rugosité contre mes doigts. La pièce sentait le cèdre et le jasmin. Dehors, l'eau tapotait la rive d'une main patiente. Il y a des sacrifices dont personne ne se souvient jamais. Certains sont destinés à rester invisibles pour que quelqu'un d'autre puisse se tenir dans un endroit plus lumineux. J'ai pensé au message de Clara, au rire dans l'ordre, de rester à la maison, à la façon dont une phrase peut renommer une vie. La vérité n'est pas dramatique. J'ai vendu une bague, j'ai payé des factures, j'ai manqué un concert, j'ai porté le coup en silence. J'ai seulement demandé de la courtoisie. J'ai posé le billet sur le velours et j'ai étudié les photographies. Un jeune homme avec son col de travers souriait comme s'il essayait l'avenir. Une petite fille aux genoux écorchés tenait une couronne en plastique, comme si c'était de l'or. J'ai ressenti de la tendresse et de la fatigue, et la force stable qui vient quand une personne cesse d'expliquer sa valeur. J'ai glissé le billet dans son enveloppe, l'ai remis à sa place. Le couvercle est tombé avec un soupir domestique. Le bois a rencontré le bois comme un point final. J'ai repoussé les couvertures jusqu'à ce que le cèdre disparaisse, enterrant une petite chose précieuse, l'honorant. Le lendemain matin, alors que le brouillard se retirait encore du lac, j'ai entendu le faible grincement du portail latéral. Une seule personne dans ce village l'ouvre de cette façon, assez lentement pour ne pas effrayer les oiseaux qui nichent dans la haie. Henri Dubois, mon voisine depuis 12. Quand est apparu, portant un petit plateau avec 2 tasses et une théière cabossée. Son bonnet de laine était bas sur ses oreilles. Son manteau avait des traces de sueur sur les épaules. « J'ai vu que votre clôture penchait à nouveau », dit-il, sa voix chaude mais calme. Comme si nous étions dans une bibliothèque. Je me suis dit que j'allais la réparer avant que le vent ne l'aggrave. Je l'ai rejoint sur les marches du perron, prenant le plateau de ses mains. La vapeur du thé s'enroulait dans l'air. Ça sentait la bergamote et quelque chose de légèrement sucré. Henri le préparait toujours fort, à la manière des Anglais qui semblent croire que cela peut guérir la plupart des maux. Il a posé sa boîte à outils, sans demander où était le problème. Il le savait déjà. Il avait réparé cette même section 2 fois au cours des 5 dernières années. Nous nous sommes assis un moment sur le perron, chacun avec sa tasse. Les géraniums à mon coude étaient encore humides de l'arrosage de la veille. Je lui ai raconté avec les mots les plus simples possibles le message de Clara. Je ne lui ai pas montré le texto. Je n'en avais pas besoin. Ses yeux ont tenu les miens juste assez longtemps pour dire sans mots qu'il comprenait. Pas la compréhension polie que les gens offrent quand ils ne peuvent pas imaginer votre douleur, mais celle qui vient d'avoir franchi une porte similaire et de l'avoir trouvée verrouillée derrière soi. Il a pris une lente gorgée de son thé avant de parler. « Mon fils a cessé de me parler il y a 4 ans, dit-il. C'était après le décès de Marlène, sa belle-mère. Il y avait l'affaire de la maison dans le Devon. Je pensais qu'il la voudrait.
Mais il a dit que les souvenirs étaient trop lourds. J'ai proposé de vendre et de partager l'argent. Il m'a accusé d'essayer de le tromper. Comme si je ne l'avais pas élevée seule pendant une décennie avant qu'elle n'arrive. J'ai écouté la vapeur de ma tasse adoucissant les bords de ses mots. Il m'a envoyé une seule lettre après ça. Continua, Henri, me disant qu'il ne voulait pas de moi à son mariage. Il a dit que ce serait gênant pour la famille de sa femme. C'était le mot. Gênant. Je n'ai pas entendu sa voix depuis. Il n'a pas détourné le regard en parlant, mais il y avait une immobilité dans son visage. Le genre que les gens portent quand la douleur est passée de vive à permanente. J'ai pensé à la banque, à la boîte en bois, aux billets, à la façon dont la perte a de nombreux dialectes, mais le même vocabulaire. Je suis désolée, Henri. Ai-je dit? Il a haussé une épaule comme le font les hommes quand ils veulent dire qu'ils ont fait la paix avec quelque chose qu'ils n'ont jamais. Ai-je demandé? On continue à vivre, dit-il. On continue à réparer ce qui peut être réparé. Les clôtures, les théières, ses propres journées. Il s'est alors levé en prenant son marteau. Je l'ai regardé se diriger vers la clôture. Les planches sombres avec l'âge. Le bruit des clous s'enfonçant dans le bois était rythmé, presque comme le métronome dans l'atelier de poterie, quand je tourne l'argile. Chaque coup semblait coudre quelque chose de fermé. Pendant qu'il travaillait, j'ai versé le reste du thé dans nos tasses. Quand il est revenu, s'essuyant les mains sur un chiffon, il a accepté la sienne avec un petit hochement de tête. « Elle ne sait pas ce qu'elle abandonne, Amélie, » dit-il. « Mon fils non plus. Il pense que le temps attend, mais ce n'est pas le cas. » Un jour, il se retourne, et le pont a disparu. J'ai réfléchi à cela. Comment un pont peut disparaître sans un bruit, et sans que de l'air là où vos pas se posaient? Peut-être que ce n'est pas mon travail de le reconstruire. Ai-je dit? Il m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Non, ce ne l'est pas. Nous avons fini le thé dans un silence complice, le genre qui ressemble à un abri. Henri a rassemblé ses outils, a vérifié la clôture une dernière fois, puis est reparti par le portail. Je suis restée sur le perron jusqu'à ce que le loquet clique derrière lui, la vapeur de la tasse vide se glissant dans l'air frais du matin. Cet après-midi-là, la clôture réparée et les tasses lavées, j'ai apporté mon ordinateur portable à la table de la cuisine. La lumière à travers la fenêtre s'était adoucie pour atteindre cette orde fin de journée qui rend tout brièvement indulgent. J'essuyais une trace sur l'écran quand l'appel est arrivé. Le nom d'Isabelle, en majuscule, s'étirant sur l'écran. Je ne l'avais pas vue en personne depuis près de 10 ans. Nous restions en contact par messages et appels occasionnels, mais elle était toujours à Boston, dirigeant toujours la petite galerie qu'elle avait construite de toutes pièces. J'ai cliqué sur « Accepter » et son visage est apparu, encadré par des étagères bondées d'argile et de verre. Ses cheveux étaient argentés maintenant, tirés en un chignon à la nuque. Mais ses yeux étaient du même bleu vif qu'à nos 20 ans. « Amélie, » dit-elle en se penchant, « dis-moi que tu es assise. »« Je le suis. » dis-je, forçant un sourire. Elle a étudié mon visage un instant de trop. « Tu as l'air d'avoir avalé des pierres. » Moi, j'ai ri doucement parce que c'était plus facile que d'expliquer. Les plans de mariage de Clara ont changé. Et changé comment? Je lui ai raconté. Pas tous les détails, juste assez, pour laisser la vérité transparaître sans l'enjoliver. Ses lèvres se sont pincées en une ligne, comme elle le faisait quand un professeur disait quelque chose de stupide. Puis elle a posé la question, celle qui s'est glissée sous mes côtes avant que je puisse me préparer. « Quand vas-tu arrêter de sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés ?» Je me suis adossée, les mots se logeant dans ma poitrine. Isabelle ne gaspillait jamais ses phrases.
Elle les construisait comme les pots que nous tournions ensemble, stables et intentionnels. Sa question m'a ramené à un souvenir que je n'avais pas touché depuis des années. Nous avions 25 ans, toutes deux fraîchement mariées, toutes deux convaincues que nous pouvions équilibrer l'art et la vie. Nous avions un projet d'ouvrir un atelier de poterie, ensemble dans une ancienne usine près de Boston. De hautes fenêtres, des murs blancs, des tours alignées comme des promesses. Nous avons passé des mois à dessiner, faire des plans, à évaluer le prix des fours, à rêver de l'odeur de l'argile le matin. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte de Clara. Le timing n'a pas seulement changé, il a volé en éclats. Mon mari voyageait pour le travail. Le loyer augmentait. La voiture avait besoin de réparation. J'ai dit à Isabelle que je ne pouvais pas prendre le risque. Elle a essayé d'argumenter, de m'offrir plus de temps, d'ajuster le plan. Mais j'ai secoué la tête. J'ai vendu ma part de l'équipement que nous avions acheté et j'ai mis l'argent de côté pour un berceau, des couches et une année de vêtements de bébé. Isabelle a ouvert l'atelier seule. Elle l'a appelé « Poterie de la demi-lune », a mis un clin d'œil aux nuits où nous restions tard autour, façonnant l'argile sous une seule ampoule suspendue. Je me suis dit que je la rejoindrais plus tard, quand les choses se seraient calmées. Mais plus tard ne cessait de s'éloigner. Les années se sont remplies de trajets à l'école, de visites à l'hôpital, de doubles services et du genre d'urgence qu'on ne peut pas prévoir. Le temps que je pense avoir à nouveau de la place pour l'art, l'atelier était devenu une galerie florissante avec le nom d'Isabelle sur la porte et plus de place pour une autre partenaire. Elle ne m'en a jamais voulu, mais je savais que l'endroit était devenu entièrement le sien. Maintenant, en la regardant à travers la lueur granuleuse de l'écran, j'ai ressenti cette vieille douleur. Pas vraiment du regret, plutôt le poids d'une vie vécue sur des détours. Sa question avait dépouillé la couche d'excuses que je portais encore, exposant la vérité brute en dessous. J'avais pris l'habitude de céder ma place pour que quelqu'un d'autre puisse se tenir plus confortablement. J'ai dégluti. Je ne sais pas. Ai-je dit? Peut-être. Maintenant. Elle a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant. Ce n'est pas égoïste de garder quelque chose pour soi, Amélie. C'est de la survie. Tu me l'as appris une fois, tu te souviens? À l'époque où c'était nous qui fixions les règles. J'ai laissé les mots s'installer. La cuisine était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai réalisé que je m'agrippais au bord de la table comme pour me préparer à un autre coup. Isabelle s'est rapprochée de la caméra. « Promets-moi que tu penseras à ce que tu veux. Pas à ce que tu dois. Pas à ce que tu peux donner. Ce que tu veux. Je promets. » Le mot semblait étrange, sur ma langue, comme s'il appartenait à une langue que je n'avais pas parlée depuis des années. Nous avons parlé un peu plus longtemps de son exposition à venir, du temps à Boston, de tout et de rien. Mais même après nous être dit au revoir et que son visage ait disparu de l'écran, sa question est restée, résonnant dans le silence. « Quand vas-tu arrêter? Que sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés? » Je suis restée assise là jusqu'à ce que la lumière change à nouveau, sachant que je ne pouvais plus prétendre ne pas la voir entendue. Le lendemain, j'étais tôt à l'atelier. L'argile fraîche et humide sous mes paumes, le tour bourdonnant sous mon pied. Un rythme régulier qui calmait habituellement mon esprit. Je façonnais la courbe d'un petit vase quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Marc est entré, les joues rougies par le froid. Il portait quelque chose de plié dans ses mains. Ses doigts, tripotant les bords, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de comment me le donner. Marc a 20 ans, grand et mince avec des cheveux noirs, qui lui tombent toujours dans les yeux quand il travaille autour. Il est venu me voir il y a 2 ans pour me demander de « E lui apprendre ». Son italien est rapide.
Son français est prudent. Nous parlons un mélange des deux. Notre conversation est cousue de gestes et du langage universel de l'argile humide. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, déplaçant son poids. « Madame Amélie », dit-il, sa voix timide, d'une manière que je n'entendais pas souvent de lui. « Je vous ai fait quelque chose. » Et j'ai essuyé mes mains sur une serviette en contournant la table. Il a déplié le paquet pour révéler une paire de gants tricotés en laine grise douce avec un simple motif de torsade sur le dos de chaque main. Ils n'étaient pas parfaits comme ceux du magasin. Un poignet était plus lâche que l'autre, et un seul point près du pouce était un peu trop serré. Mais ils étaient chauds et ils étaient faits pour mes mains. Ils sont magnifiques, dis-je en les prenant. Laine était douce, du genre qui garderait la chaleur, même les matins les plus froids. « J'ai vu vos mains la semaine dernière, » dit-il en regardant le sol. « Vous étiez en train de tournasser. Un pot et elles avaient l'air froides. Ma tante m'a appris à tricoter quand j'étais petit. Alors j'ai fait ça. Il n'y avait aucune autre raison. Pas de fête, pas de service dû, pas de demande, caché attendant de suivre le cadeau. Juste une observation et le désir d'apaiser ce qu'il voyait. J'ai enfilé les gants. Il m'a l'air bien, épousant mes doigts sans serrer. « Grazie. Marc, ai-je dit. Ils sont parfaits. » Il a souri, un sourire rapide et petit, comme un enfant qui vient de réussir un test secret. Puis, il s'est dirigé vers le tour qu'il utilisait habituellement, posant son sac. En retournant à mon vase, j'ai senti la chaleur de la laine contre ma peau, la façon dont elle avait été mesurée pour moi et personne d'autre. Il m'est alors apparu à quel point il est rare d'être remarqué sans être nécessaire. Clara avait remarqué mes mains des milliers de fois versant le thé, écrivant des chèques, réparant des boutons lâches, mais toujours dans le contexte de ce que ses mains pouvaient faire pour elle. C'était différent. Marc avait remarqué simplement parce que j'existais dans son monde. Et il avait voulu ajouter du confort à cette existence. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, les tours tournant, l'argile prenant forme. L'atelier sentait légèrement la terre et la chaleur du four. Dehors, le vent faisait claquer les volets. De temps en temps, je jetais un coup d'œil aux gants, maintenant posés sur le banc à côté de moi, et je sentais cette petite pulsation de gratitude. Au milieu de la matinée, Marc a levé les yeux de son pot. Ma tante disait, la famille, ce sont les gens qui te tiennent chaud. Parfois, ce ne sont pas les gens avec qui tu snais. J'ai croisé son regard de l'autre côté de la pièce. Elle avait raison. Ai-je dit. Parfois, la famille commence là où on s'y attend le moins. Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné à son travail. J'y ai pensé en centrant le prochain morceau d'argile. Mon propre arbre généalogique avait des racines profondes, mais certaines de ses branches s'étaient détournées de la lumière. Et voici ce jeune homme, sans aucun lien de parenté avec moi qui pourrait être écrit, m'offrant de la chaleur sans condition. Quand nous avons fini pour la journée, j'ai enveloppé le vase dans du plastique pour le garder humide. Et j'ai remis les gants. La laine sentait légèrement le savon à la lavande que la tante de Marc avait dû utiliser pour la laver. Je suis sortie dans l'air vif, mes doigts protégés de la morsure du vent, et j'ai senti juste un instant que je entrais à la maison avec plus qu'une paire de gants. Je portais la preuve que la gentillesse n'a pas besoin de permission et que parfois les liens les plus vrais sont ceux que l'on n'a jamais vus venir. Tard ce soir-là, après que l'atelier se fut refroidi et que les gants faits par Marc reposaient près de la porte, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La boîte de réception contenait un nouveau message de Clara. L'objet était juste mon nom. J'ai cliqué, sentant l'attraction familière dans ma poitrine.
le vieux réflexe qui me disait de lire, répondre, réparer. Elle a commencé par ce qu'elle appelait une clarification. Les mots étaient nets, mesurés, comme si elle les avait écrits à la hâte, puis était revenue. Pour lisser les bords, elle disait qu'il y avait eu des malentendus sur l'organisation du mariage, que la décision de le garder intime venait principalement de la famille d'Étienne, elle pensait que je comprendrais le besoin d'éviter les tensions. Le deuxième paragraphe a changé de ton. Elle a dit qu'elle se sentait blessée que je n'ai pas retourné ses appels, que mon silence rendait les choses plus compliquées que nécessaires, que je prenais les choses de la mauvaise manière. Elle espérait que nous pourrions réinitialiser le ton si seulement je répondais. Et puis est venue la dernière tournure, celle qui donnait aux deux. Premier paragraphe, l'air d'un prélude. Elle a écrit « Si tu peux envoyer les 45 000 € restants, je suis sûre que nous pourrons trouver un arrangement pour t'inclure dans la liste des invités. » Cela signifierait réorganiser le plan de table, mais nous pourrions le faire. Elle a ajouté un lien vers le solde du traiteur. Les chiffres clignotèrent comme un métronome. J'ai lu la phrase 2 fois, puis une 3e fois. Les mots n'ont pas changé. Ma place au mariage de ma fille avait été réduite à une variable dans une équation financière. Je pouvais avoir une place si je la payais. Sans réfléchir, j'ai attrapé la tasse de thé au jasmin ébréchée sur la table. Elle était à moitié pleine. Le thé avait refroidi à la température où la saveur devient fade. Je l'ai posé avec soin, l'ébréchure face à moi comme un témoin. Mon pouce a trouvé son sillon familier. L'ébréchure était là depuis près de 30 ans. Clara avait 6 ans le matin où c'est arrivé. Elle avait insisté pour me préparer le thé, parce que j'avais travaillé tard, la veille. Je me souviens de la façon dont ses petites mains agrippaient la bouilloire. Comment je planais derrière elle, prête à la stabiliser. Elle a versé trop vite. La tasse a basculé contre le bec en métal et un petit croissant s'est détaché du bord. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche formant un O de panique. J'ai ri. Je lui ai dit que ce n'était rien, que la tasse fonctionnait toujours, que certaines choses sont encore plus précieuses quand elles portent une histoire. J'ai bu le thé qu'elle avait fait, trop fort, trop sucré, et j'ai gardé la tasse. Elle est devenue partie intégrante de mes matins. Un rappel des soins offerts librement, sans attente. Maintenant, des décennies plus tard, je tenais cette même tasse et lisais l'offre de ma fille de me vendre une place à sa célébration. Le contraste était assez vif pour rendre l'air plus fin. Autrefois, elle m'avait versé du thé parce qu'elle m'aimait. Maintenant, elle versait des conditions dans chaque invitation. Je me suis penchée en arrière, dans ma chaise, laissant le poids de la tasse s'installer dans ma paume. L'amour n'est pas une marchandise à négocier. J'ai pensé, pas ce genre d'amour, pas le mien. La cuisine était silencieux. Ce dehors, le lac était une nappe d'argent plate sous la lune. Mon téléphone était posé face contre table à côté de l'ordinateur, l'écran sombre. J'aurais pu répondre. J'aurais pu lui dire comment les mots ressemblaient à une transaction plutôt qu'à une étreinte. J'aurais pu lui rappeler les matins où je la portais fiévreuse dans la neige, jusqu'au médecin. Les années où mes mains me faisaient mal à force de travailler. Mais tournaient quand, même les pages de ces histoires du soir. Mais certaines vérités ne sont pas faites pour convaincre. Elles sont faites pour être gardées. Comme les bréchures dans la tasse. Preuve qu'un jour quelque chose était entier. Et que même brisé, il pouvait encore contenir ce qui comptait. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'email resterait là, non lu à nouveau. J'ai levé la tasse et j'ai bu la dernière gorgée, tiède et forte. Le bord a touché le même endroit su. Arma, lèvre qu'il avait touché pendant des années, et je l'ai laissé faire.
Je ne paierai pas pour ma place dans sa vie. J'avais déjà payé de manière qu'elle ne calculerait jamais, dans une monnaie qu'elle ne semblait plus reconnaître. J'ai posé la tasse. La céramique a résonné, doucement contre le bois. Un petit son clair dans l'immobilité, comme une cloche marquant la fin d'un service. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis restée un moment dans l'embrasure de la porte, regardant le lac recueillir la nuit. Derrière moi, l'écran noir de l'ordinateur portable reflétait ma silhouette. Une femme qui ne troquerait pas l'amour contre une chaise à une table qu'elle avait financée. Puis j'ai marché dans le couloir. La maison, silencieuse comme une chapelle, et j'ai laissé l'obscurité être bienveillante. Le lendemain, matin, après avoir fermé l'ordinateur et laissé le léger tintement de la tasse s'évanouir, Henri a frappé. 2 coups mesurés qui n'effrayaient jamais les oiseaux dans la haie. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvé, casquette à la main, un sac en papier en équilibre sur la hanche, des pommes, encore, et ce regard calme qui signifie « Je ne demanderai rien tant que tu ne seras pas prête à parler ». Il m'a suivi jusqu'à la cuisine, où la lumière d'hiver s'étendait sur la table comme du linge plié, où la bouilloire attend, et où le jour décide de ce qu'il sera. J'ai fait chauffer l'eau pendant qu'il posait ses outils près de la porte de derrière. Quand la vapeur s'est élevée, nous nous sommes assis. J'ai versé un thé noir fort et je lui ai raconté l'essentiel. Un texto qui disait « Reste à la maison ». Un email qui m'offrait une place si je virais. Le reste de l'argent. Pas de colère, juste des noms et des verbes disposés comme des outils. Il a écouté comme un si. Arpentier écoute pour trouver les montants derrière un mur, la tête, penchée, l'oreille cherchant le creux. Quand j'ai eu fini, il a tourné sa tasse une fois dans ses mains et a hoché la tête comme pour dire que cette vérité avait le bon grain. D'accord. Dit-il. Alors je devrais te raconter la mienne. Il y a 3 étés, j'ai acheté un costume bleu, marine que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Mon fils Pierre se mariait à Bristol. J'ai glissé le billet de train dans mon portefeuille, avec les bords rigides des vœux que j'avais écrits parce que je voulais dire une chose vraie et la dire simplement. Marlène était décédée l'hiver précédent. La maison dans le Devon était vide pendant que nous nous disputions en silence pour savoir s'il fallait vendre. J'ai écrit à Pierre pour lui proposer de vendre et de partager équitablement. Il m'a traité de froid et a dit que le deuil ne devrait pas être comptabilisé sur papier. 1 mois avant le mariage, la belle-mère de la mariée a appelé. Sa voix souriait pour les photographes. Elle a dit que la cérémonie serait intime. Les photos devaient avoir l'air net. Les familles recomposées en brouillant le cadre. Pour le bien de l'harmonie, a-t-elle dit, la liste des invités pendant les vœux sera purement du côté de la mariée. Puis elle a utilisé le mot gênant, comme si les voyelles pouvaient être des couteaux, et m'a dit que je pouvais venir à la réception plus tard, si je me tenais là où les caméras ne me trouveraient pas. Il a fait une pause et a regardé la vapeur s'amenuiser. J'ai écrit à Pierre, dit-il. Je lui ai dit que je me tiendrais au fond. Pas de photos, pas d'histoire. Je voulais seulement l'entendre promettre. Il a répondu par email en 2 lignes. Papa, s'il te signe, toi-tu, plaît, ne viens pas. Ce sera plus facile pour hurle tout le monde. En dessous, il y avait un lien vers une diffusion en direct. Il a levé sa tasse, l'a reposée. J'ai retourné le costume. J'ai envoyé les vœux à une adresse qu'il n'utilisait plus. Le jour J, dit-il, j'ai marché jusqu'à Saint-Martin, sur la colline au-dessus du village. Pas leur église, juste une avec une cloche. Quand les cloches lointaines ont commencé, je me suis tenue dans l'embrasure de la porte et j'ai prononcé les vœux dans la nef vide. Ils n'étaient plus pour eux. Ils étaient
pour moi, pour le garçon que j'avais porté quand il n'y avait personne d'autre pour le soulever. Ensuite, je me suis assis sur le muret de pierre et j'ai regardé les hirondelles coudre le ciel. Personne n'a appelé. L'air semblait honnête. Ses doigts ont tapoté la table, patiemment, mesurément. Après le mariage, le silence. Une carte de Noël transférée une fois. Aucune écriture que je connaissais. Quand le testament de Marlène a finalement été réglé, j'ai vendu la maison du Devon, j'ai envoyé la moitié à Pierre et j'ai gardé mon reçu. Les gens disaient que ça ferait revenir le fils. Ça n'a pas été le cas. L'argent est un piètre mortier quand l'arche est déjà tombée. Il m'a regardé sans ciller. « Tu comprends ?» a-t-il dit, et j'ai hoché la tête parce que c'était le cas. La pièce s'est stabilisée autour de ce silence. Je n'avais pas besoin qu'il m'explique ce que ça faisait. Mon propre miroir se tenait dans la même lumière froide. Une chaise échangée contre un virement. Un père échangé contre un cadre net. Quelque part, un fleuriste repassait un ruban. Quelque part, un parent mesurait la distance entre l'amour et l'humiliation et choisissait de ne pas la franchir. Toi et moi, on nous a demandé de disparaître pour le bien de l'harmonie, a-t-il dit. L'harmonie ne nécessite pas une disparition, seulement un accordage. Il a laissé échapper un souffle qui ressemblait à la dernière note d'un hymne. Ce n'est pas seulement ton histoire, Amélie. C'est une mode. Maintenant, la propreté avant la vérité. Il a poussé le sac de pommes vers moi, et le geste ressemblait à une bénédiction. « Fais une tarte, » dit-il. « Nourris quelqu'un qui ne t'a pas demandé de mériter ta place. » Nous nous sommes levés et avons porté nos tasses à l'évier. La petite porcelaine a cliqueté dans le bac, ordinaire comme la pluie. Nous les avons rincées, dans la chorégraphie que les voisins apprennent quand ils ont partagé assez d'hiver. Dehors, le lac dessinait des fils d'argent entre les rafales de vent. Dans la fenêtre, nos reflets s'alignaient comme des parents, que quelqu'un nous ait invités ou non. 2 visages au contour adoucis par la vapeur et le temps. Ils diront que « Ah, c'était pratique », ai-je dit. Ils diront que nous étions difficiles. Il s'est séché les mains sur un chiffon et m'a adressé le genre de sourire qui ne pardonne rien et n'a pitié de personne. « Ils le diront », a-t-il répondu. « Laisse-les dire. » J'ai tourné la tasse ébréchée jusqu'à ce que le défaut trouve ma lèvre et j'ai pris une gorgée qui avait le goût de la résolution. J'ai pensé, pas pour la première fois, combien de cuisines abritent cette conversation? Combien de parents bénissent leurs enfants à distance? Combien de fois nous dit-on d'être reconnaissant pour un lien haut lieu, d'une place? Ce n'est pas une seule blessure, c'est un schéma. Et nous étions 2 petits, point décidant de ne pas se déchirer. J'étais à mi-chemin d'étendre le linge sur le balcon, quand j'ai entendu le crissement distinct des pneus sur le chemin de gravier en contrebas. Les visiteurs étaient rares ici, surtout sans prévenir. Je me suis penchée par-dessus la balustrade et la voilà. Isabelle, debout à côté d'une petite voiture de location, une main agitant, l'autre équilibrant un moule à tarte enveloppé dans un torchon à carreaux. « Amélie !» a-t-elle appelé? Sa voix chaude et reconnaissable entre toutes. Surprise! Je n'ai pas réalisé à quelle vitesse je bougeais, jusqu'à ce que je sente mes pantoufles frotter contre les escaliers. Elle sentait légèrement la cannelle quand je l'ai serrée dans mes bras, l'odeur s'élevant de la tarte encore chaude entre nous. Ses cheveux étaient plus courts que dans mon souvenir, et il y avait plus de rides autour de ses yeux. Mais la façon dont elle me regardait, stable, sachant, était inchangée. « J'ai fait ça dans la villa où je loge », dit-elle en levant la tarte comme une offrande. « Aux pommes, comme celles que nous faisions quand nous avions 20 Hans. » J'ai ri, un petit son surpris, et je la lui ai prise. La croûte était dorée, un peu inégale sur les bords. Elle avait l'air parfaite.
Nous nous sommes assises sur le balcon pendant un moment, le lac devant nous s'étendant comme un miroir dans l'après-midi brumeux. J'ai fait du thé. Elle a insisté pour couper de généreuses parts de tarte. La première bouchée était sucrée, acidulée, et si pleine de souvenirs que j'ai dû faire. Une pause avant de parler. Je ne savais pas que tu venais. Et je finalement dit. C'était le pote, a-t-elle répondu. Tu ne m'aurais pas laissé venir si j'avais demandé. Nous n'avions pas besoin de parler de Clara. Isabelle en savait déjà assez. Elle pouvait lire les ombres, sous mes yeux. Après la deuxième part, elle a suggéré que nous marchions. Le sentier le long du lac d'Annecy était calme. Juste le bourdonnement occasionnel d'un bateau à moteur. Ah ouais, ouin. L'eau clapotait doucement contre les bords en pierre et les feuilles d'automne bruissaient au-dessus de nous. Je pouvais sentir le soleil desserrer le froid dans mes épaules. « Tu as construit une vie ici, » dit Isabelle, en jetant un coup d'œil à la rangée de maisons aux toits de tuiles que nous passions. « Tu ne te sens jamais seule? La solitude et moi, nous avons fait une sorte de trêve. » ai-je répondu. « Ce n'est plus aussi vif qu'avant, plus. Comme une ombre qui vous suit les jours de soleil. Toujours là. Mais on apprend à vivre avec. » Elle a hoché la tête, donnant un coup de pied dans un caillou qui a fini dans l'eau. « J'y pense beaucoup. Ce que ça signifie de vieillir seul, si c'est de la liberté ou une punition. » Nous avons marché en silence pendant quelques pas. Je pouvais sentir ces mots persister, testant les limites de mes propres pensées. Peut-être que c'est les deux. OX, ai-je dit. La liberté du bruit, la punition de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Nous nous sommes arrêtés, près d'un petit banc en bois, du genre qui penchait légèrement à cause des années acheta d'utilisation. Isabelle s'est assise la première, tapotant la place à côté d'elle. D'ici, le lac semblait infini. Un voilier blanc se déplaçait lentement, le vent à peine suffisant pour agiter sa course. « Je ne suis pas venue ici juste pour prendre de tes nouvelles, » dit-elle, doucement. « Je suis venue parce que je voulais te voir revendiquer quelque chose pour toi. Tu as passé des décennies à donner ton temps, ton argent, ton cœur. Et pourquoi? Des gens qui pensent que ta valeur s'arrête là où leur commodité commence. » Ces mots ont frappé de la manière la plus silencieuse, comme une vague qui clapote mais s'infiltre profondément dans le sable. Je ne sais pas si je sais comment faire ça. Et j'admis. Tu le sais, a-t-elle insisté. Tu ne t'es juste pas donné la permission. Amélie, nous méritons le reste de nos vies. Pas pour attendre des invitations qui pourraient ne jamais venir. Pas pour mendier une place dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais pour écrire la nôtre. Je l'ai. Regardez, les rides autour de sa bouche s'approfondissant alors qu'elle souriait. Isabelle avait ses propres blessures, bien qu'elle en parlait rarement, du genre qui rendait sa voix plus forte quand elle parlait de recommencer. Nous sommes restés là jusqu'à ce que la lumière devienne dorée, les ombres s'étirant longuement sur l'eau. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle a passé son bras sous le mien, comme nous le faisions quand nous étions plus jeunes et pensions que le monde nous appartenait. Peut-être, pensais-je, qu'il le pouvait encore. Pas de la manière que nous imaginions, mais d'une manière que nous pouvions revendiquer maintenant. Délibérée, silencieuse, la nôtre. De retour à la maison, j'ai posé le reste de la tarte dans la cuisine. Isabelle a versé 2 petits verres de vin qu'elle avait glissés dans son sac. Nous les avons fait teinter, non pas pour le passé ou même pour l'avenir, mais pour ça, ce jour, ce banc, ce lac, ce choix. Elle a souri à nouveau et a répété comme un doux vœu. Nous méritons le reste de nos vies, Amélie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti la vérité de ces mots s'installer en moi, stable et sûre.
Le matin suivant la visite surprise d'Isabelle, l'atelier semblait plus chaud. Ces mots avaient laissé une braise dans l'air. J'ai posé une motte d'argile sur le tour et l'ai centré avec les 2 paumes, laissant le bourdonnement calmer mon souffle. Marquette, arrivée quelques minutes plus tard, les cheveux humides la brume, une écharpe enroulée 2 fois autour de son cou. Il a fait un signe de la main, puis a hésité près de la porte, portant une lourde question. « Entrez », ai-je dit, lui indiquant son banc. « Le thé est sur l'étagère. Servez-vous. » Il n'a pas bougé vers la bouilloire. Il a tiré sur un fil lâche de sa manche. « Madame Amélie, puis-je vous demander quelque chose qui ne concerne pas l'argile ?» J'ai arrêté le tour et je lui ai fait face. « Demandez ce que vous voulez. » Il a pris une inspiration qui a soulevé ses épaules. La cousine de ma mère m'a écrit. Elle m'a retrouvée par quelqu'un du vieux quartier. Elle a dit que la famille voulait me voir, parler du passé, rencontrer des gens dont je ne me souviens pas. Il a regardé le sol. Je ne les ai pas vus. Depuis que j'ai 9 ans, je lui ai indiqué le tabouret près de ma table. Et il s'est assis, perqué sur le bord comme s'il pouvait haïr s'enfuir. L'atelier était silencieux, à l'exception du tic-tac du four qui refroidissait. J'ai attendu. « Quand ma mère est morte, » a-t-il dit, « tout a été chamboulé. Mon père est parti. Il avait ses problèmes. Je suis allée chez ma tante. Elle était gentille mais parfois malade. Les cousins étaient plus âgés. Ils étaient occupés. Ils disaient qu'ils viendraient, mais ils ne l'ont pas fait. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de quelqu'un de ma famille de sang, ils m'ont demandé si je pouvais être utile au restaurant. J'avais 13 ans. Il a levé les mains, paume vers le haut. Maintenant, ils disent qu'ils veulent redevenir une famille. Je ne sais pas si c'est une porte que je devrais ouvrir. La question s'est installée entre nous. J'ai pensé à l'email de Clara, à la tasse ébréchée. Je nous ai versé du thé et j'ai glissé une tasse vers lui. « Voulez-vous y aller ?» ai-je demandé. « Ou vous sentez-vous obligé d'y aller ?» Il a réfléchi. Je me sens obligé et je suis curieux. Les 2 sont vrais. Ils peuvent l'être. Et je dis, la curiosité est honnête. L'obligation peut être un masque. Il a soufflé sur son thé. Si j'y vais, est-ce que je trahis les gens qui ont été ma famille quand ceux de mon sang ne l'étaient pas? Si je n'y vais pas, est-ce que je ferme une porte pour toujours? J'ai posé ma tasse et j'ai laissé la chaleur persister dans mes mains. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Sang n'est pas toujours égal à l'amour. Il peut l'être. Parfois, il l'est magnifiquement. Mais la preuve est le soin, pas un nom partagé. La famille, elle est faite par ceux qui se présentent et qui restent. Quand quelqu'un réapparaît après des années d'absence, je dis, c'est vous qui décidez des conditions. Rencontrez-moi, vous dans un lieu public. Amenez un ami. Gardez votre adresse privée. Partez tôt si votre corps vous dit de partir. Vous pouvez aussi dire non sans vous justifier. Il la sourit. Vous parlez comme une personne qui a appris cela à la dure. Je suis encore en train d'apprendre. Et je dis, il a fouillé dans son sac et en a sorti une lettre. Pliée. Elle a parlé de Noël. Elle a dit qu'il m'avait gardé une place à table. Je ne sais pas si c'est vrai ou si la place est à côté de l'évier. L'image m'a frappée. J'ai vu une chaise sans manteau dessus. Une assiette que personne n'a réchauffée. Un garçon gagnant sa bouchée. Un tremblement a traversé ma poitrine. Demandez-lui où est la place. Ai-je dit. Écoutez l'espace entre les mots. Si elle dit, nous serions ravis de te voir, quel que soit la cas, manière qui te convient, c'est une route. Si elle dit, nous avons besoin que tu sois là, à passe, que ça nous donnera une bonne image. C'est un mur. Il a replié la lettre et l'a remise dans son sac. Vous pensez que je ne devrais pas y aller?
Je pense que vous ne devriez pas y aller pour passer un test, ai-je dit. N'y aller que si la visite vous nourrit, pas parce qu'elle remplit une photo. Il a regardé les étagères garnies de bols en train de sécher, les gants qu'il m'avait tricotés séchant sur un crochet. Parfois, je pense que ça, dit-il en faisant un geste autour de lui, c'est plus une famille que n'importe quelle maison où j'ai vécu. Parfois, la famille commence là où personne ne l'avait prévu. Et je dis, là où quelqu'un remarque que vos mains sont froides et vous tricotent de la chaleur. Il a hoché la tête, un oui silencieux. La question n'avait pas disparu. Elle avait changé de forme, devenant quelque chose qu'il pouvait soulever sans effort. Il s'élevait, a retroussé ses manches et s'est dirigé vers le tour. La pièce a repris sa musique. Rotation, eau, argile. Je suis retournée à ma pièce et j'ai senti, avec une assurance qui m'a surprise, que lui dire la vérité me l'avait dit à moi aussi. Dehors, le lac respirait. À l'intérieur, je respirais enfin, moi aussi. Silencieusement, pleinement. C'est Henri qui l'a trouvé. Il a frappé doucement à ma porte en fin de matinée, tenant une seule carte postale entre deux doigts, comme si elle pouvait s'effriter. « De votre boîte », dit-il, les yeux stables. Je l'ai prise et j'ai vu la photographie. 2 alliances en or, entrelacées, imprimées sur une image d'une petite terrasse de restaurant, éclairée par des guirlandes lumineuses. L'adresse au dos était la même que celle de l'endroit en ville qui accueillait les anniversaires et les anniversaires de mariage des habitants. D'une écriture en poacle. Nous avons décidé de faire quelque chose de plus intime. Juste les amis proches. J'espère que tu vas bien. C'est pas de salutation, pas d'invitation. Je l'ai retourné à nouveau, étudiant la photographie. Je pouvais presque entendre le cliquetis des verres, les rires polis, le son de quelqu'un portant un toast qui ne m'appartenait pas. J'ai imaginé les chaises, 12, peut-être 15, disposées en demi-cercle pour que tout le monde puisse voir la mariée. Pas de place pour moi, même en tant que celle qui avait rendu possible le mariage, original en Italie. Henri s'est attardé, observant mon visage pour y déceler la rupture nette, l'effondrement auquel il aurait pu s'attendre. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas eu. Pas 7 fois. J'avais déjà épuisé le deuil il y a des mois, lorsque le premier message m'avait dit de rester à la maison. Ce qui restait maintenant, c'était de space. Les petits mariages peuvent être charmants, ai-je dit, en posant la carte postale sur la table à côté de ma tasse de thé. La tasse était à moitié pleine et refroidissait. Pas de pression, juste les gens que vous choisissez. Ses sourcils se sont froncés. Vous n'êtes pas... Je vais bien, ai-je dit. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas une performance. Je l'étais. Pour la première fois dans tout ce désordre enchevêtré, je le pensais. Ma poitrine ne s'est pas resserrée. Ma gorge ne s'est pas nouée. Vraiment, Henri, je vais bien. Il a hoché la tête lentement. Toujours pas convaincu, mais prêt à laisser tomber. Nous sommes restés assis un moment dans le silence. La carte postale entre nous comme une pierre polie par l'eau. J'ai tracé le bord avec mon doigt. Il fut un temps où cela m'aurait anéanti, où j'aurais supplié pour une place, même au bout de la table. Mais quelqu'un, aux choses avait changé. C'était peut-être la voix d'Isabelle me rappelant que j'avais droit à mes propres années restantes. C'était peut-être Marc qui demandait si la famille en valait la peine d'être retrouvée. C'était peut-être la propre histoire d'Henri, la preuve que l'exclusion n'était pas personnelle autant qu'un schéma. J'ai levé les yeux et j'ai surpris Henri en train de m'observer. Vous savez, ai-je dit, il y a une sorte de liberté à savoir que la porte est fermée pour de bon. Plus besoin de frapper. Plus besoin d'attendre que quelqu'un l'ouvre. On peut se retourner et marcher vers autre chose. Bah, il a souri faiblement. Où marcherez-vous, Amélie?
J'ai pensé à l'atelier, à l'argile sous mes ongles, au lac à l'aube. Je pense que j'y suis déjà. Quand il est parti, j'ai repris la carte. Postale, non pas pour la lire, mais pour la glisser au fond de la boîte en bois où je gardais d'autres fins, non pas pour y songer, mais pour la conserver comme un marqueur. La preuve du jour où j'ai réalisé que j'allais vraiment, enfin, bien. Et en fermant le couvercle, je l'ai dit doucement à la pièce vide. Je vais bien. Cette fois, je vais vraiment bien. Le texto étant arrivé 3 jours plus tard. Alors que le soleil de fin d'après-midi saignait de l'or sur le lac et que mes mains étaient profondément enfoncées dans un colombin d'argile humide, mon téléphone a vibré sur l'établi. J'ai essuyé mes doigts sur mon tablier avant de le prendre. « Maman, j'ai retrouvé ton tablier de poterie en déballant des cartons. Je me suis souvenu de l'odeur de l'argile. J'ai pensé que tu aimerais savoir. Je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient là, simples, sans ponctuation, à l'exception des points de suspension qu'elle avait choisi de mettre entre les souvenirs. Je l'ai imaginé tenant ce tablier, portant probablement encore la faible marque d'une empreinte de pouce ou de glaçure d'il y a des années. Je pouvais presque la voir, ses petites mains tirant sur le tissu, gloussant alors qu'elle se tenait sur un tabouret pour atteindre le tour. Le souvenir était tendre, mais il ne m'a pas entraîné, au fond. Il a flotté, une ondulation à la surface d'un lac que j'avais appris à garder calme. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. J'aurais pu répondre quelque chose de poli, de chaleureux. Une ouverture. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone, face contre table cette fois, et je suis retournée à l'argile. Le tour a tourné, et la forme sous mes mains a commencé à prendre corps. Un récipient large et arrondi, avec un bord assez doux pour inviter au nez, toucher. Le mouvement était ancrant. Un rappel que ma vie présente était ici, dans cette pièce, et non dans le petit espace entre les mots de Clara. Dehors, le soleil s'est couché, plus bas, dispersant une lumière orange sur l'eau jusqu'à ce qu'elle ressemble à du cuivre, liquide. L'air sentait légèrement la pluie venant des montagnes. J'ai soulevé la pièce finie du tour, l'ai placée doucement sur l'étagère, et me suis versé une tasse de thé. La vapeur s'est élevée en un mince ruban, captant la dernière lumière du jour. Je me suis assise, la tasse réchauffant mes mains, laissant le silence s'installer. Quelque part en ville, une cloche a sonné l'heure. Ailleurs, Clara aurait pu remettre le tablier dans sa boîte ou le suspendre, quelque part où elle pourrait le voir. Je ne savais pas si le message était un rameau d'olivier ou juste une lueur de nostalgie qu'elle oublierait le lendemain matin. Mais je savais que ma réponse ou mon silence me façonnerait plus que son intention. Et à ce moment-là, le silence semblait entier. J'ai siroté le thé. La chaleur se déplaçant à travers moi par petites vagues. L'argile sur mes mains avait séché en fines lignes, comme une carte de tout ce que j'avais touché ce jour-là. J'ai regardé le lac, l'horizon se pliant lentement dans la nuit, et j'ai senti la vérité sans avoir besoin de la dire. Je n'attendais plus. Le téléphone est resté sur l'établi. La lumière s'est estompée. Et moi, Amélie Hartmann, je me suis assise dans mon atelier avec un cœur qui ne demandait plus à être choisi. Je m'étais choisi moi-même. Le matin portait un éclat pâle sur le lac d'Annecy. L'eau semblait brossée d'argent. Je moulinais des grains de café quand 2 coups prudents ont frappé à la porte. Henri se tenait là, un sac en toile de jute rempli de pommes en équilibre contre sa hanche. Les peaux rouges et dorées brillaient comme si elles avaient piégé le lever du soleil. Il a enlevé ses bottes sur le paillasson et m'a passé le sac, laissant l'odeur des feuilles de verger et de l'air froid dans l'embrasure de la porte. « Votre moule à tarte est toujours dans ma cuisine. » Ai-je dit en souriant. « Vous devrez
Percevoir un loyer si je le garde plus longtemps. Gardez-le, a-t-il répondu, le coin de sa bouche se relevant. Considérez cela comme un long bail payé en tranches. Il a posé une note pliée sur la table, une liste de poteaux de clôture qu'il prévoyait de remplacer avant les pluies, un croquis, petit et net, du coin qui penchait. Nous avons partagé le thé. Il a testé une pomme avec son pouce comme un bijoutier pesant une pierre. Il n'a pas posé de questions. Sur Clara, je ne l'ai pas fait entrer dans la pièce. L'espace entre nous est resté facile, réchauffé par la vapeur et la sainteté ordinaire de 2 tasses. Quand Henri est parti, le portail a cliqué et j'ai entendu Lasse, honnête du vélo de marque depuis la ruelle. Il est passé avec un sac en papier de pain dans son panier. Les gants gris qu'il m'avait tricotés dépassaient de sa poche. Il a levé la main bien haut. « Buongiorno, Madame Amélie », a-t-il appelé, son sourire porté par-dessus les haies. J'ai salué en retour avec le couteau à pomme toujours à la main. La lumière du soleil a flashé sur la lame. Un oiseau s'est élevé comme une virgule, dans le ciel. L'horloge de l'atelier a sonné 9 heures. Je me suis lavé les mains. J'ai noué mon tablier et j'ai écrit une liste au crayon gras sur le bloc-notes près de l'évier. Test de glaçure, nettoyage du four, 3 tasses à tournasser. Appelez la capitainerie pour les horaires. Des bateaux. L'ancienne vie était organisée autour des urgences des autres. Cette vie battait, à un rythme qui correspondait à ma respiration. Le tour a ronronné quand j'ai appuyé sur la pédale. L'argile s'est centrée sous mes paumes. Un cylindre s'est élevé comme une marée, acceptant la lune. En milieu de matinée, une sonnerie de message a retenti du téléphone, posé près de la fenêtre. J'ai essuyé la barbotine de mes doigts et j'ai vérifié l'écran. Le nom d'Isabelle remplissait la ligne supérieure. En dessous, une photo s'est ouverte. 2 billets de train pour Paris glissés à côté d'une carte avec un cercle rouge autour d'eux. Son texto a suivi. Les vols sont exorbitants cette semaine. Les trains sont plus doux. J'ai réservé 2 places, pas de discussion. Le vernissage de la galerie est jeudi. Viens voir ce que nous étions promises. Une 2e bulle est arrivée avec un visage souriant. J'ai posé le téléphone et je me suis appuyée contre le rebord de la fenêtre. Le lac scintillait comme s'il avait tout entendu. Mon calendrier était ouvert sur le comptoir. Des arrêts au crayon déjà, remplis de petites taches solides. La clôture d'Henri, l'essai de glaçure de Marc, une cuisson au four mercredi, un thé avec Léna du marché vendredi. J'ai tenu le crayon au-dessus de la page et j'ai compris la forme de ce que je voyais. Mes journées n'étaient pas vides. Elles étaient réservées par une vie que j'avais plantée tranquillement et entretenue par temps, clément comme par temps cruel. J'ai envoyé à Isabelle une photo des pommes sur la table. Puis j'ai tapé « Je suis tentée. Je suis aussi programmée pour être en vie ici. » Elle a répondu en moins d'1 minute. Être en vie, ça voyage. Apporte la tasse ébréchée si elle rentre. J'ai ri. Le son a rebondi sur le carrelage et y est resté. Je n'ai pas emballé la tasse. J'ai posé une main sur son bord et l'ai remercié pour des années de matin. Puis je suis retournée autour. L'argile a rafraîchi mes mains. Une anse a poussé à partir d'un colombin roulé. Je l'ai jointe à une tasse avec de la barbotine qui ressemblait à de la crème. La porte du four s'est fermée avec un baiser de fer solide. La chaleur a commencé sa lente ascension. Les chiffres ont grimpé sur le cadran avec patience. Vers midi, j'ai tranché une pomme et l'ai mangée au-dessus de l'évier. Le jus a coulé le long de mon poignet. Je l'ai léché sans honte et contente. Dehors, le bateau-mouche a sifflé bas. J'ai réalisé qu'il n'y avait plus de place, où le regret pouvait jeter l'ancre. Les heures étaient à pleine, la maison suffisante, le cœur occupé.
Ce à quoi je n'avais pas été invitée ne dictait plus la table où je m'asseyais. La liste d'Henri attendait un clou sur le mur. Le pain de Marc était en train de tiédir dans un torchon. Les billets d'Isabelle attendaient dans mes messages, comme une porte maintenue ouverte. J'ai lavé le cou. Tôt. Je me suis séché les mains. J'ai regardé autour de la cuisine, comme si je pouvais la surprendre en train de parler. Elle l'a fait. Dans les bols et les outils, et l'argile qui refroidit, dans les pommes et la vapeur et la lumière. Elle a dit « Vis ici maintenant, pleinement ». J'ai répondu à voix haute « Je le ferai ». 2 jours après la visite d'Isabelle, le ciel au-dessus d'Annecy s'est ouvert sur un bleu clair qui ressemblait à une permission. Je me suis réveillée avant que les sirènes des bateaux ne retentissent. J'ai préparé du jasmin. Dans la tasse ébréchée, j'ai pressé mon pouce sur le défaut et j'ai écouté la maison respirer. Les billets attendaient dans mes messages. Une douce insistance, une main dans mon dos. J'ai d'abord dit les mots à la fenêtre, testant comment ils vivaient dans l'air. Je vais à Paris. La phrase n'a pas vacillé. Elle a trouvé une place pour se tenir, ir dans ma poitrine. J'ai sorti ma petite valise en toile aux coins éraflés de l'armoire. J'ai plié 2 robes, un pull, les gants, gris que Marc avait fait dans une poche latérale. J'ai glissé un carnet, un crayon et un talon de billets d'un concert d'hiver auquel j'avais assisté seule. Preuve que la musique m'appartient toujours. Avant de fermer la valise, j'ai posé la boîte en bois sur le lit. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai posé ma paume sur le couvercle et j'ai béni la fille qui avait économisé pour une place au balcon et ne l'avait jamais réclamée. Puis j'ai glissé une petite enveloppe sous le ruban qui maintient mon passeport fermé. À l'intérieur, une note pour moi-même. Tu ne voyages pas pour être utile, tu voyages pour être en vie. À la porte, j'ai laissé un message. Pour Henri, avec un double de ma clé, lui demandant de relever le courrier et de manger tout, ce qui mûrirait dans et bol. J'ai envoyé à Marc le programme de cuisson du four et un croquis pour les anses qu'il voulait essayer. Sa réponse est arrivée avec une ligne qui m'a fait rire. Apportez-moi une histoire et une miette de pain de Paris. À midi, j'étais dans le train, face à une fenêtre, où le lac se déroulait comme un ruban d'argent. Le wagon sentait le café et la laine. Les voyageurs s'organisaient en petites familles temporaires. J'ai sorti le carnet et j'ai écrit une ligne. Partir pour moi-même, arriver pour moi-même, retourner à moi-même. Le rythme des rails était d'accord. Alors que les kilomètres s'accumulaient, autre souvenir est remonté. 20 ans plus tôt, j'avais pris un bus de nuit pour Paris, dans un but différent. J'avais besoin d'un salaire supplémentaire avant Noël. Les heures supplémentaires à la boulangerie ne couvriraient pas le manteau de Clara et le loyer de janvier. Le cousin d'un ami connaissait un hôtel près de Montparnasse qui avait besoin d'aide pour les fêtes. J'ai fait un sac et j'ai promis à Clara que je serais de retour avant le concert de l'école. Ce Paris-là n'était pas fait de musées et de lumière. C'était des portes de service et des couloirs, des plateaux plus lourds que la fierté, la douleur des pieds apprenant de nouvelles ampoules. Je me levais avant l'aube pour polir les verres et mettre les tables. J'ai appris le langage du oui, du maintenant et du tout de suite. Entre le déjeuner et le dîner. Dîner, je marchais sous les balcons en fer et je comptais les pourboires sous une écharpe. Puis j'achetais des cartes postales que je n'ai jamais envoyées parce que les timbres semblaient un luxe. Le dernier soir, un violoniste jouait devant le métro. Nous sommes restés à l'écouter pendant 3 chansons, puis nous sommes retournés au Shangm. Un tas de service avec les mains rouges et le cœur tranquille. J'ai souri à cette pensée. La survie avait été mon art là-bas, l'endurance mon métier.
Le train a glissé devant des champs et des villages, dressant des tables pour le soir. J'ai touché le bord de la tasse ébréchée, enveloppée dans une serviette à l'intérieur de mon sac. Je l'avais apporté après tout. Un petit hôtel de voyage pour les matins qui m'ont façonné. Le message d'Isabelle a sonné lorsque nous avons franchi la frontière. La chambre est traite. Dîner dans un endroit avec des chaises bleues. Habille-toi comme tu te sens le plus toi-même. À la gare de Lyon, la gare s'est élevée autour de moi comme une cathédrale de fer et de verre. J'ai posé le pied sur le quai et j'ai senti un pur fil de joie parcourir ma colonne vertébrale. Isabelle a fait un signe de la main au fond, son écharpe une bande vive contre la foule. Nous où sommes, étreintes avec le soulagement des femmes qui ont porté plus qu'elles ne l'avaient prévu. Dans le taxi pour le Marais, les contours de la ville se sont cousus, familiers et nouveaux. Des boulangeries aux vitres en buée, un fleuriste soulevant des seaux, une fille en scooter chantant dans la circulation. Isabelle a montré la galerie, un rectangle blanc de promesses, dans une rue étroite. « Demain ?» a-t-elle dit en me tapotant le genou. « Ce soir, on mange pour le plaisir, pas pour le carburant. » Notre chambre était petite et accueillante. 2 lits, une fenêtre qui faisait un tableau des toits. J'ai posé la tasse sur le rebord de la fenêtre et les gants à côté. Puis je me suis lavé les mains et j'ai regardé le jour virer au miel sur le zinc et la pierre. Quelque part derrière nous, le lac bougeait au fil de sa soirée. Quelque part, devant, un quatuor s'accorderait pour un vernissage, et que je n'avais pas encore vu. Ce n'était pas le Paris des couloirs de service et des voûtes plantaires douloureuses. Cette fois, j'arrivais sans rien approuver et tout à ressentir. La pluie à Paris avait une façon de faire. Briller les trottoirs comme de la pierre polie, comme si la ville s'était habillée pour vous sans demander qui vous étiez. Isabelle et moi avons passé la matinée à flâner dans la rue de Rivoli, entrant dans les librairies et les cafés, laissant les heures relâcher leur emprise. Après le déjeuner, elle s'est excusée pour visiter une galerie 2 rues plus loin, m'exhortant à prendre du temps pour quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. J'ai marché sans but, jusqu'à ce que je me retrouve devant un petit théâtre élégant. Les affiches dans la vitrine brillaient sous des lumières douces. L'une d'elles m'a particulièrement attirée. Un concert en soirée par le même orchestre, re-symphonique dont j'avais autrefois économisé pour voir la performance et que je n'avais jamais vue. Le nom du chef d'orchestre était différent, maintenant, tout comme de nombreux musiciens. Mais la musique au programme était la même que celle dont j'avais rêvé toutes ces années à New York. Je suis restée là, la pluie glissant de mes cheveux sur mon col, sentant mon cœur battre dans mes paumes. La billetterie se trouvait derrière une porte vitrée, la chaleur se répandant à chaque fois que quelqu'un sortait. Je suis entrée avant de pouvoir me raisonner. La femme au guichet m'a accueillie en français et j'ai demandé doucement mais sûrement un billet, le meilleur disponible. Elle a fait glisser la petite enveloppe sur le comptoir. Le papier était impeccable. L'encre sentait encore légèrement la presse. En le tenant, ma poitrine s'est remplie de quelque chose à la fois léger et stable, comme une conclusion, mais plus douce comme un cercle dessiné, non pas pour piéger quelque chose à l'intérieur, mais pour le protéger. En minine, retournant dans la rue, j'ai glissé le billet dans la même poche où l'ancien billet non utilisé reposait encore à l'intérieur de la boîte en bois à Annecy. Je les ai imaginés côte à côte, un avant et un après. L'un symbole de ce que j'avais abandonné, l'autre de ce que j'avais choisi de m'offrir. Je ne me suis pas précipitée pour partager la nouvelle avec Isabelle. C'était un cadeau que je voulais déballer à mon propre rythme. Ce soir-là, je me suis habillée avec la robe bleu marine que j'avais emportée, presque comme un défi à moi-même. Les gants tricotés par Marc sont restés dans mon sac, mes doigts voulant sentir le billet frais entre eux.
Quand les lumières se sont éteintes dans le théâtre, les premières notes ont enflé et rempli l'air. J'ai fermé les yeux. Je pouvais voir la jeune femme que j'avais été, attendant une nuit comme celle-ci, sans jamais savoir qu'elle la manquerait. Je lui ai envoyé un message silencieux. Nous y sommes arrivés. Pas à l'heure, pas comme nous l'avions prévu, mais nous y sommes arrivés. Lorsque la dernière note s'est estompée, les applaudissements ont semblé appartenir à toutes les années intermédiaires. J'ai marché dans les rues luisantes de pluie, le billet chaud dans ma main. Ce n'était pas seulement du papier. C'était la preuve que certains rêves attendent patiemment, changeant de forme, jusqu'à ce que vous soyez prête à les rencontrer, sans dette, sans culpabilité. Le retour à Annecy était différent cette fois. Le lac m'a accueilli avec son calme vitreux habituel, mais mes pas de la gare à ma porte d'entrée portaient une nouvelle assurance. La tasse, ébréchée, attendait sur l'étagère de la cuisine, là où je l'avais laissée. J'ai fait bouillir de l'eau, versé le thé et me suis installée dans le fauteuil près de la fenêtre. Dehors, Henri était près de sa clôture, faisant un signe de la main sans mot. Marc est passé sur son vélo, lançant un salut en italien qui m'a fait sourire. Mon calendrier était ouvert, aussi plein que jamais, mais aujourd'hui, j'ai laissé les heures s'étirer. J'ai attrapé la boîte en bois et l'ai ouverte. L'ancien billet était à l'intérieur, encore un peu jauni sur les bords. Je l'ai posé à côté de mon nouveau billet sur la table. Leur vue ensemble ressemblait à une conversation entre le passé et le présent. Une question posée il y a longtemps, enfin répondue. J'ai pensé à Clara, non pas avec la douleur qui accompagnait autrefois son nom, mais avec une acceptation tranquille. Je n'avais pas été à son mariage. J'avais payé pour cela, et on m'avait dit de reste, à la maison. Et j'étais restée à la maison de la manière la plus importante. Je suis restée dans ma propre dignité. Si ma présence pouvait être négociée, alors mon effort le pouvait aussi. Cette vérité, autrefois amère, semblait maintenant propre. La vapeur s'enroulait de la tasse, et je l'ai levée lentement, laissant la chaleur m'ancrer. La fissure le long du bord a capté la lumière. Un défaut, oui, mais un qui racontait une histoire de soin, de conservation de quelque chose, même lorsqu'il est imparfait, peut-être surtout alors. Alors que le soleil commençait à se coucher, le lac est devenu doré, et l'air sentait légèrement la pluie venant de quelque part dans la vallée. Je me suis penchée en arrière, sentant le poids de ma propre compagnie et la trouvant suffisante. J'ai pensé à toutes les femmes, et les hommes aussi, qui ont donné jusqu'à être vidés pour découvrir que certaines personnes demanderont encore plus. Je voulais leur dire, vous pouvez arrêter, vous pouvez poser la tasse, vous pouvez garder ce qui reste pour vous et appeler cela de l'amour. J'ai regardé droit devant moi comme si je m'adressais à un auditeur invisible. « Qu'en pensez-vous » ai-je eu torte ? Ai-je demandé, ma voix basse mais certaine. Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, laissez un commentaire. Dites-moi comment vous avez retrouvé votre chemin. La dernière lumière s'est repliée sur l'eau. J'ai pris la dernière gorgée de thé. J'ai posé la tasse et j'ai laissé le silence s'installer, non pas comme une absence, mais comme une présence à laquelle je pouvais enfin faire confiance. La lumière sur le lac d'Annecy avait une façon de virer à l'argent en fin d'après-midi, comme si le jour lui-même pliait ses bords avant de se fermer. J'étais assise près de la fenêtre ouverte, mais imposée sur le rebord, la tasse en porcelaine ébréchée maintenant vide à côté de moi. Dehors, l'eau bougeait par lente respiration, chaque ondulation captant le soleil déclinant. S'il y avait une caméra dans ce récit sans visage, elle reculerait maintenant,
assez large pour contenir la courbe du lac, la ligne tranquille des montagnes au-delà, et moi dans ce petit coin, encadré de rideaux de dentelle et d'ombres douces. Mes cheveux étaient pris dans la brise, des mèches se soulevant, retombant. J'ai laissé échapper un long soupir, non pas de chagrin, non pas de regret, mais d'une libération qui semblait à la fois silencieuse et complète. Pendant si longtemps, mon histoire avait consisté à être présente pour les autres, même quand je devais disparaître de moi-même. Maintenant, pour la première fois depuis des années, je m'étais choisie. Et cette fois, je ne m'excuserai pas. Le monde, au-delà de ma fenêtre, semblait d'accord. Les cygnes le long de la rive dérivaient sans urgence. Le doux bourdonnement d'un moteur de bateau se propageait sur l'eau, assez loin pour ressembler à une musique de fond. Je pouvais sentir l'odeur du pain frais venant de quelque part dans la rue, se mêlant au léger parfum de lavande du jardin en contrebas. J'ai pensé aux personnes autres qui pourraient entendre cette histoire. Des visages que je ne verrai jamais, des vies que je ne connaîtrai jamais pleinement, mais des cœurs qui pourraient battre en reconnaissance. Alors, avant de nous dire au revoir, j'aimerais savoir, d'où me regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaude posée près de votre main? Ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie longtemps après que le monde se soit endormi? Dites-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, UX avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, j'espère que vous envisagerez de vous abonner. Pas seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, en la guérison, en les secondes chances, parce qu'elles existent encore, même quand le monde essaie de vous convaincre du contraire. Merci d'avoir passé votre temps avec moi aujourd'hui. Où que vous soyez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. J'espère que vous vous souviendrez que parfois le miracle ne frappe pas bruyamment à votre porte. Il attend tranquillement, patiemment, jusqu'à ce que vous soyez prêt à lui ouvrir votre cœur. Le vent a tourné, frais, venant du lac, et j'ai de nouveau attrapé la tasse, laissant mes doigts tracer la fissure, familière le long de son bord. Un défaut, mais un qui ne diminuait pas sa valeur. Tout ça omet les vies que nous menons, tout comme les personnes que nous devenons. Alors que la dernière lueur du soleil s'adoucissait en crépuscule, je me suis penchée en arrière dans ma chaise, la vue large et ouverte devant moi. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme facile. Je n'attendais personne, ni aucun appel. J'étais là, en ma propre compagnie, et c'était suffisant. Prenez soin de vous, mon ami. Nous nous retrouverons dans la prochaine histoire. D'ici là, souvenez-vous que je me suis choisie, et que cette fois, je ne suis pas désolée.